Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours récapitulatif sur la multiplication des virus à ARN. Donc bien sûr ça sera pas exhaustif parce qu'on peut pas résumer un cours d'une heure en 10 minutes, mais je vais quand même essayer de vous donner une vue d'ensemble. Donc on va commencer par quelques généralités pour poser les bases. Comme vous devez le savoir, les virus ils se multiplient uniquement en intracellulaire, donc ils peuvent pas se multiplier indépendamment dans un milieu de culture comme les bactéries par exemple. Il faut forcément une cellule. Après, la cellule, elle peut très bien être eucaryote comme les cellules humaines ou prokaryote comme les bactéries. On les appelle alors les bactériophages. Comme pour les cellules humaines, la réplication est dite semi-conservative, c'est-à-dire qu'on a besoin d'au moins un brin de base pour pouvoir en synthétiser des nouveaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'ARN, les ARN à polarité positive et les ARN à polarité négative. Une deuxième chose à savoir, c'est que seuls les ARN à polarité positive sont lus par les ribosomes. Donc les ARN messagers par exemple, ils sont de polarité positive. Lors de leur réplication, si par exemple le brin mère est de polarité positive, le brin fille sera de polarité négative. C'est logique parce que c'est plutôt complémentaire, d'où la réplication semi-conservative. Le propre des virus, c'est de pirater la machinerie cellulaire pour pouvoir se répliquer. Or, vous vous en doutez, dans la machinerie cellulaire, il n'y a aucune enzyme qui permet de synthétiser de l'ARN à partir d'un brin d'ARN. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que dans le génome des virus, ils vont tous avoir de quoi coder une ARN polymérase ARN dépendante. Ça veut dire que cette enzyme, elle va permettre de synthétiser de l'ARN à partir de l'ARN. C'est plutôt logique. Il faut retenir une exception parce que comme toujours il y en a une. Les rétrovirus ne codent pas pour cette enzyme. Ils ont quasiment tous un cycle de multiplication intracytoplasmique, dans la cellule comme dit précédemment, mais pas dans le noyau. Là encore, deux exceptions, le virus de la grippe et les rétrovirus. Comme dit plus tôt, il n'y a pas d'ARN polymérase ARN dépendante cellulaire, donc elle est forcément virale si on vous pose la question. Pour les virus à ARN à polarité positive, aucun problème parce qu'ils peuvent être directement lus par les ribosomes et traduits, pas besoin d'enzymes dans la capside de base. Ça implique un problème pour les virus à ARN à polarité négative parce que comme ils ne peuvent pas être lus par les ribosomes, il faut qu'ils apportent eux-mêmes l'ARN polymérase ARN dépendante dans la cellule. Donc il faut que dans la capside, il y ait cette enzyme. Maintenant, on va parler de ces deux catégories de virus à ARN séparément parce que vous allez le voir, il y a des petites particularités qu'on a déjà commencé à aborder qui font que le mode de réplication n'est pas tout à fait identique. On va commencer par les virus à ARN à polarité positive. Donc ces virus, comme on a dit précédemment, il suffit que l'ARN arrive dans le cytoplasme, il sera lu par les ribosomes et traduit en protéines. En parallèle, donc tout ça se fait en même temps bien sûr, il y a l'ARN qui va être répliqué et donc on va avoir un brin d'ARN à polarité négative. Sauf que le problème c'est que le virus il est à ARN à polarité positive. Donc ce brin à polarité négative il est appelé intermédiaire, il va être retranscrit en ARN à polarité positive et c'est ce deuxième ARN qui sera encapsidé. De l'autre côté, il y a la traduction qui permet d'avoir les différentes protéines et enzymes. Donc en enzyme on a logiquement ce qui est une protéine aussi d'ailleurs. On a l'ARN polymérase ARN dépendante, et puis on peut avoir les protéines de la capside. Donc, dans le cas de la polio, par exemple, il s'agit de VP1, VP2, VP3, VP4. Une fois que tous les éléments ont été répliqués, on peut avoir un assemblage et puis une libération par la cellule par des mécanismes qu'on verra plus tard. On a un seul cadre ouvert de lecture de cet ARN à polarité positive, on peut aussi appeler ORF, c'est-à-dire la partie qui est lue par le ribosome. Il lit tout d'un coup et il fait une protéine. Pour polarité positive, donc c'est lu de l'extrémité 5' à 3'. On a donc une grosse polyprotéine qui est codée et donc qui sera clivée par la suite par des protéases qui sont soit virales, soit cellulaires. C'est important que vous reteniez l'origine des enzymes et protéines parce qu'il peut y avoir des questions dessus. Pour que tous ces mécanismes de traduction, de transcription se fassent, il faut d'abord que le virus rentre dans la cellule. Il faut savoir, encore une fois, que le virus n'a pas de mobilité propre. En gros, il se balade un peu au gré du vent, etc. Voilà. Et donc par exemple dans le cas de du poliovirus, il se fixe au récepteur CD155 et est internalisé par la cellule par endocytose. Je me répète beaucoup mais ça fait pas de mal, ça vous aidera à retenir. Donc comme je l'ai dit précédemment, les virus à ARN à polarité négative doivent emporter avec eux une ARN polymérase ARN dépendante parce que la cellule n'est pas capable de lire cet ARN, plus particulièrement les ribosomes. On a donc un ARN à polarité négative qui sera lu et transcrit en ARN à polarité positive
par l'ARN polymérase ARN dépendante, encore une fois, je le répète parce que c'est important, apportée par le virion. Une fois qu'on a cet ARN à polarité positive, on va pouvoir avoir des protéines grâce à la lecture de cet ARN par les ribosomes cellulaires. Et d'un autre côté, cet ARN à polarité positive, il sera retranscrit en ARN à polarité négative qui lui sera emporté dans la capside. On voit donc là la première différence entre les ARN à polarité négative et les ARN à polarité positive. C'est que pour les ARN à polarité positive, l'ARN intermédiaire, à savoir l'ARN à polarité négative, ne sert absolument à rien, il sert juste à redonner un ARN à polarité positive après, alors que pour l'ARN à polarité négative, l'ARN intermédiaire, à savoir l'ARN à polarité positive, permettra à la fois de donner les protéines et d'être retranscrit en ARN à polarité négative. La suite du cours porte sur le virus influenza en tant qu'exemple, donc on va en parler ici aussi. Il faut savoir que le virus influenza est responsable de la grippe, qu'il y en a 3 types, le type A, le type B et C, et qui fait partie de la famille des Orthomyxoviridae, je crois. On doit d'ailleurs parler des virus de la grippe et pas du virus de la grippe, car il y en a plusieurs types. Une particularité de ces virus est que leur ARN est segmenté. Ce sont des virus à polarité négative, je ne l'ai pas dit plus tôt. Les types A et B ont un ARN segmenté en 8 morceaux, tandis que le type C a un ARN segmenté en 7 morceaux. En plus d'être segmentés, ces ARN ont une autre particularité, c'est qu'ils sont couverts d'une protéine qui est appelée la nucléoprotéine. Le complexe ARN plus cette protéine qui s'y fixe s'appelle donc la ribonucléoprotéine. C'est un virus enveloppé, donc son enveloppe provient de la membrane cellulaire. Je ne sais pas si on vous l'a dit ou pas, mais les virus enveloppés sont beaucoup plus fragiles que les virus non enveloppés. Cette enveloppe provient bien de la membrane cellulaire, mais en revanche, elle contient des glycoprotéines virales, à savoir l'hémagglutinine et la neuraminidase, qui auront des rôles très importants qu'on va voir par la suite. C'est l'hémagglutinine qui permet au virus de s'attacher à la cellule et d'être endocyté. Elle s'attache à l'acide sialique de la cellule. D'ailleurs, cette liaison hémagglutinine et acide sialique peut être à l'origine d'une spécificité d'espèce pour le virus. C'est-à-dire que selon l'acide sialique et l'hémagglutinine, ça fait qu'il y aura certains virus qui pourront infecter que l'humain, etc. Après cet attachement, le virus va rentrer dans le cytoplasme de la cellule, mais pas directement. Il sera d'abord dans une vésicule d'endosome. Dans cette vésicule d'endosome, il va y avoir une forte acidité et en plus de ça, une protéine virale M2 qui va permettre à la membrane du virus de fusionner à la membrane de l'endosome. Par la suite, tous les éléments à l'intérieur de la membrane du virus seront relargués dans le cytoplasme directement. S'ensuit la réplication génomique et la traduction des protéines qu'on a déjà décrites plus tôt. Une petite particularité en plus de ce virus, c'est que sur les nucléoprotéines, il y a un signal d'adressage vers le noyau. Donc l'ARN part vers le noyau et c'est dans le noyau qu'il est répliqué. Une fois répliqués, tous ces éléments vont aller vers la membrane de la cellule où ils vont s'assembler et à la fin, on va avoir un bourgeonnement de la membrane cellulaire qui va permettre au virus de sortir de cette dernière. Là encore, on a une différence avec les virus à ARN à polarité positive et notamment la polio. Parce que la polio, pour sortir de la cellule, il faut forcément qu'il y ait une lyse et un éclatement cellulaire. Le problème lors de ce bourgeonnement, c'est qu'il y a de l'hémagglutinine sur la surface du virus et donc le virus va avoir du mal à se détacher de la cellule parce qu'il va y avoir des liaisons entre l'hémagglutinine du virus et l'acide sialique de la cellule. Donc la solution pour ça, c'est la neuraminidase, une des 2 glycoprotéines qu'on a évoquées plus tôt, et cette neuraminidase permet de cliver cette liaison. En plus de ça, la neuraminidase est la cible des antiviraux. On peut donc en déduire que les antiviraux n'empêchent pas l'entrée dans la cellule des virus, mais en empêchent la sortie. Il faut bien noter que c'est la réplication des ARN qui est dans le noyau, mais les protéines, quant à elles, sont toujours traduites dans le cytoplasme de manière classique par les ribosomes cellulaires. Tout comme les protéines cellulaires, ces protéines virales peuvent subir des modifications post-traductionnelles comme des glycosylations ou d'autres choses. La grippe est responsable d'épidémies hivernales. C'est une maladie la plupart du temps bénigne, mais chez les personnes fragiles, ça peut être un peu plus grave, d'où l'importance de se faire vacciner pour ces personnes. Sa transmission est la plupart du temps interhumaine, mais peut se faire de l'humain à l'animal ou inversement. On va maintenant étudier les différences entre les 3 catégories de virus influenza. Comme dit plus tôt, il y a le A, le B et le C. Les virus influenza B et C sont à transmission interhumaine presque exclusivement, tandis que le A peut se transmettre de l'animal à l'homme, entre plusieurs types d'animaux également, ce qui est à l'origine de certains mécanismes qu'on va tout de suite voir.
Les virus influenza de type A sont sujets à plus de modifications, ce qui fait qu'on en a pas mal de sous-types. Il y a notamment 18 types d'hémagglutinine et 11 types de neuraminidase, ce qui fait un nombre de combinaisons assez impressionnant. Selon quelle hémagglutinine ou quelle neuraminidase est produite par le virus, ça fait qu'il pourra infecter un certain nombre d'animaux. Donc par exemple, le H1N1 peut se transmettre à l'homme, aux porcs, aux oiseaux, etc. Cette diversité de virus, et notamment de type A, est permise par différents mécanismes. Le premier est celui de la dérive génétique, c'est-à-dire qu'on a quelques petites mutations qui vont s'accumuler au fil du temps et qui font que le virus sera un peu différent à chaque réplication. Ces erreurs et ces mutations sont commises par l'ARN polymérase ARN dépendante, dont on a déjà parlé. Ces variations, plutôt mineures, s'effectuent surtout au niveau des gènes de l'hémagglutinine et de la neuraminidase, qui sont justement des protéines clés pour l'infection par le virus. Ce glissement génétique est présent pour les 3 types de virus influenza, mais est beaucoup plus présent dans le virus A que dans le virus B, et plus présent dans le virus B que dans le virus C. Ce glissement génétique est responsable des épidémies annuelles. Ces petits remaniements font que notre système immunitaire est de moins en moins efficace contre ces virus, et donc on peut avoir des épidémies annuelles à cause de ça. On a un deuxième type de mécanisme qui cette fois permet de garantir la diversité uniquement du virus influenza de type A. Il s'agit du réassortissement génétique. Ce phénomène est assez simple à expliquer. Il se produit lorsqu'une cellule est infectée par 2 virus différents influenza de type A. Ces 2 catégories de virus influenza de type A se répliquent donc de la même manière dans le cytoplasme et dans le noyau. Et donc lors du bourgeonnement, etc., près du cytoplasme, il faut voir ça un peu comme une soupe. On va avoir les différents éléments des 2 virus. On peut alors avoir des mélanges des 2 virus, ce qui va créer un tout nouveau virus auquel le système immunitaire n'est pas du tout préparé, et ça va causer des pandémies au niveau mondial. Ces pandémies et réassortissements ne peuvent se faire que grâce au virus influenza de type A, car ce dernier se transmet entre espèces. Par exemple, le porc possède tous les récepteurs nécessaires pour à la fois être infecté par des humains ou par des oiseaux. Dans ce même porc et dans ces cellules, on va avoir cette soupe dont je vous ai parlé, où toutes les molécules se mélangent. Et une fois qu'elles se sont mélangées, ça va un peu se réassembler de manière aléatoire, ce qui va créer un nouveau virus. Voilà, j'espère que la vidéo est claire. Puis je vais vous souhaiter une bonne journée et puis bon travail.